Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Enfin, les rapports 13F sont sortis. On va pouvoir regarder ce qui s'est passé du côté des institutionnels et donc des fonds d'investissement. Voilà, on va voir 5 fonds aujourd'hui. J'en ai sélectionné 5. Peut-être que voilà, je vais faire une vidéo plus tard pour parler des fonds un peu moins connus, peut-être un peu plus value, voilà, avec des valeurs qui sont moins suivies. Là, pour l'instant, je vous ai choisi Bill Ackman. On va parler aussi de Terry Smith, Warren Buffett. Sion, donc le fonds de Michael Burry. Et enfin, je vous en ai choisi aussi un dernier, celui de David Rolfe. David Rolfe, un investisseur que j'aime beaucoup et qui n'est pas très connu. Donc, ça va être le moment pour du coup parler un peu de lui et de son portefeuille que je trouve vraiment magnifique. Bon, on va commencer premièrement. Bill Ackman. Bon, Bill Ackman, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose sur ces 3 derniers mois. Il a vendu un peu de Chipotle. Chipotle, vraiment, entreprise magnifique. Grosse croissance. Voilà, il y a énormément de visibilité vu qu'on est sur le secteur de la restauration. C'est d'ailleurs un secteur qu'il aime bien vu que voilà, Chipotle, c'est quand même 20% de son portefeuille. Et Restaurant Brands International, ça le complète, 17%. Donc le mec a plus d'un tiers de son portefeuille dans la restauration. Voilà, il a dû vendre du Chipotle parce que c'est vrai que maintenant on est sur les 300, les 3000 et quelques. Je vais vous mettre le prix. Là, depuis le point bas de octobre, l'entreprise elle a pris plus 60%, plus 70%. Donc c'est vrai que la hausse est quand même assez phénoménale. Et c'est confirmé par les ratios de valorisation vu qu'on est passé d'un PER de 43 à 67. Donc bon, je peux comprendre que voilà, il commence à prendre des bénéfices. Néanmoins, pour du long terme, c'est vrai que c'est une entreprise magnifique, Chipotle. Il a toujours ses autres positions, il a toujours son Google, son Canadian Pacific. Il a aussi de l'hôtellerie. Howard Hughes, je crois que c'est de l'aéronautique, mais je peux peut-être me tromper. En attendant, voilà, c'est un excellent investisseur. Il ne s'est pas passé grand-chose, donc on va passer à la suite. Le deuxième portefeuille, du coup, je vais vous parler de David Rolfe du fonds Wedgwood. Donc, c'est un portefeuille c'est un mec que j'adore. J'adore son portefeuille. Honnêtement, là, quand je vois toutes les actions qu'il a, je pourrais, je pense, toutes les mettre en portefeuille. Et honnêtement, il n'y a que CDW Corp et Motorola que je comprends un peu moins. Mais bon, voilà, il a un portefeuille globalement assez concentré sur une quinzaine de lignes, toutes de qualité. Bon, on suit plus ou moins le même style. On est à peu près dans le qualité et croissance. Donc vraiment que des super lignes. Principalement, enfin, en fait, il a quasiment allégé tout son portefeuille, hormis United Health, qu'il a fortement renforcé, plus 22%. Ça fait suite à la baisse qu'il y a eu là ces dernières semaines. Je crois qu'on a atteint un pic, si on regardait. C'était le mois dernier. Moi aussi d'ailleurs que United Health, je l'ai en portefeuille. J'en ai profité également pour renforcer. Ouais, on avait atteint un point bas, voilà, ici en avril le mois dernier. Tout simplement parce qu'en fait, à cause du piratage qui a attaqué United Health, ça lui a fait perdre des bénéfices. Et donc voilà, sur les prévisions de bénéfices pour 2024 pour l'année fiscale sont forcément plus faibles que prévu à cause du piratage qui va entraîner des coûts. Donc lui, il en a profité pour renforcer. Moi aussi également, j'ai renforcé. Donc ouais, sinon c'est la seule action qu'il a renforcée. Tout le reste, il a vendu. Ça peut faire suite au plus haut atteint par les marchés. Bon, après, est-ce que c'est vraiment intéressant de vendre du Visa sur les cours actuels? Apple, c'est pareil. Il y a des entreprises sur lesquelles moi j'aurais plutôt renforcé, mais bon, là, il a à peu près tout diminué. Peut-être qu'il veut se constituer une réserve de cash pour une prochaine ligne qu'il a dans le viseur. Bon, on ne sait pas. Mais voilà, David Rolf, c'est vraiment un portefeuille voilà, magnifique, exceptionnel. Et pour l'instant, voilà, il est plutôt dans une vision attentiste. On va passer à Warren Buffett. Warren Buffett, je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Il a commencé à alléger sa position sur Apple. Donc il est passé, je crois qu'avant il avait 47% de son portefeuille sur Apple. Là il est passé à 40% environ. Cette baisse-là, elle fait du bruit, mais pour l'instant en fait c'est assez surprenant parce que ça n'a quasiment pas eu d'effet sur le cours de bourse. Vu que là, Apple, on est remonté sur les 190, alors qu'après une forte période de stagnation, on était autour des 160, 170 pendant un certain temps. Là, on est remonté. Donc, bon, c'est vrai que le marché le prend plutôt bien du coup. Bon, il reste quand même très exposé. Peut-être qu'il commence à croire que Apple a moins de levier de croissance futur. Téléphone, c'est vrai que ça suit des cycles, mais c'est pas avec les téléphones que Apple continuera à croître à un niveau de 10 ou 15% par an. Ils vont devoir aller chercher cette croissance ailleurs. C'est notamment ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec les services. Les services qui en plus margent plus et ont un potentiel de croissance de marge encore plus important. Donc ça va surtout être là-dessus qu'Apple vont aller chercher la croissance. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde du côté des GAFAM, les GAFAM sont quand même beaucoup plus positionnés sur des secteurs
en fait, à forte croissance, hein, à long terme, hein, tout ce qui est l'IA, etc. Les autres GAFAM, hormis Apple, investissent en CAPEX des dizaines de milliards, pendant que Apple ne fait rien. Apple, tout simplement, ne fait rien. Donc, ça peut se comprendre qu'il allège. Il a aussi diminué sa position dans Chevron. Bon, après, voilà, ça, c'est une valeur un peu plus cyclique. Donc, peut-être que lui, il a des informations privilégiées. Bon, voilà, après, ça reste des petits mouvements. Et enfin, il a renforcé 3 entreprises. Donc, Liberty, et surtout Chubb Limited. Donc Chubb Limited, c'est une entreprise financière. De mémoire, je crois qu'ils font de l'assurance. C'est son domaine, hein, c'est son secteur, hein, l'assurance. Faut pas oublier que Berkshire Hathaway, je parle de la holding, hein, c'est surtout de l'assurance, hein, dans le non-coté. Là, pour le coup, c'est que des entreprises non-cotées, donc là, on ne le voit pas ici, mais c'est beaucoup d'assurance. C'est ce qui a permis aussi de faire en sorte que Berkshire Hathaway atteigne cette taille-là. Donc voilà, Chubb Limited, ça il doit connaître, hein, forcément. C'est son secteur. Il a fortement diminué sa position sur Paramount. Bon, Paramount, ils sont dans une situation assez compliquée en ce moment. Tout ce qui est cash flow, etc. C'est un peu compliqué pour eux. Encore une fois, là, c'est vraiment une toute petite ligne, hein. Enfin, c'est une micro-ligne. Il avait quoi, 88 millions. Bon, 88 millions, c'est déjà beaucoup pour beaucoup d'entre nous. Mais vu la taille de la holding, c'est ridicule, hein. Ça pèse même pas un dixième de pourcentage. Donc là, il a complètement allégé. Et après, voilà, il a allégé d'autres lignes qui sont après un peu moins intéressantes. On va passer du côté de Michael Burry. Michael Burry qui a complètement renforcé son portefeuille. Il a acheté en masse et notamment, il a investi dans JD.com et Alibaba, principalement. C'est ses premières lignes. Choix que je peux comprendre tout à fait, puisque Alibaba, on va regarder du coup les statistiques de la Chine. La Chine a publié ses statistiques macroéconomiques. Au niveau du taux de chômage, on est à 5%, donc c'est un peu mieux que prévu. Le marché est estimé 5,2. Là, c'est pareil aussi, la production industrielle, on est passé à 6,7 alors qu'on s'attendait à 5,5. Et en fait, il n'y a que les ventes retail, bon, c'est que c'est un peu ce qui touche Alibaba du coup, qui sont plus faibles qu'attendu, mais bon, on a quand même 2,3% de croissance et ça fait du bien, je pense, pour la Chine de renouer avec de la croissance pour ses principales données-là. Donc voilà, il continue de renforcer ses positions chinoises. C'est quand on regarde le bilan de Alibaba, JD.com, c'est pareil, hein, c'est des entreprises qui sont remplies de cash. De mémoire, Alibaba, on doit avoir quelque chose comme 200 milliards de market cap. Et en cash net, donc le cash moins la dette, on a 50 milliards. Ça veut dire que vous payez 25% de la market cap en cash. Donc c'est exceptionnel, hein. Il y a très très peu d'entreprises comme ça. Et pour le coup, c'est que là, on est purement dans de la value. Alors, c'est vrai que pour l'instant, les chiffres sont quand même assez mauvais pour Alibaba. Ils ont publié leurs chiffres là, tout ce qui est bénéfice, cash flow, c'est en baisse. Maintenant, voilà, en fait, faut se projeter un peu dans les prochains trimestres, voire années à venir. Et c'est vrai que quand on fait ce travail-là, d'aller voir, d'estimer dans 2 ou 3 ans les revenus et bénéfices d'Alibaba, couplé à la valorisation, en fait, on a un investissement qui est super intéressant. C'est pas un conseil en investissement, hein. Personnellement, moi, j'ai déjà été actionnaire d'Alibaba. Bon, j'avais revendu pour d'autres raisons parce qu'il y avait un coût d'opportunité. Mais c'est vrai qu'Alibaba, ça reste quand même une super entreprise. Maintenant, il y a le risque chinois avec le risque géopolitique. Ça peut se comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est que fondamentalement, si on met de côté cet aspect géopolitique qui est certes important, ça reste une super entreprise. Il a renforcé quasiment, ouais, toutes ses positions, il a ajouté pas mal d'entreprises. Signa, c'est de l'assurance santé, c'est comme United Health, c'est un dossier value qui est très très intéressant. BP, du pétrole. Il a acheté aussi du Baidu. Donc Michael Burry croit beaucoup en ce moment à la Chine et aux entreprises value. On peut voir qu'il a renforcé du Citigroup, il renforce du Signa, du Advance Auto Parts. Advance Auto Parts, c'est de la distribution de pièces auto aux États-Unis. Donc c'est les concurrents de AutoZone et O'Reilly. Donc là, voilà, Advance Auto Parts, c'est donc Advance Auto Parts, c'est un dossier qui est en ce moment très très compliqué. Ils se font défoncer au niveau des parts de marché, les bénéfices, c'est catastrophique. Donc ils croient là-dedans. Donc ouais, beaucoup de value, espérons que ça marche bien pour lui. Et c'est vrai que pour le coup, ouais, je partage son avis sur la Chine. Je pense aussi que la Chine, on devrait avoir de très très beaux résultats boursiers durant les prochains trimestres à venir. Donc ouais, beaucoup d'activités pour Michael Burry du coup durant ce Q1 2024. Et enfin donc le cinquième fonds que je voulais... Et donc enfin le cinquième super investisseur dont je voulais vous parler, c'est Terry Smith. Terry Smith qui est quand même très très connu sur les réseaux.
principalement pour son côté qualité. Là, pareil que Wedgwood en fait, hein, vu que les deux, Wedgwood et Funsmith, suivent à peu près la même trajectoire, les deux en fait, ils ont pas mal diminué leur position. Ils ont renforcé un petit peu aussi sur des dossiers qui étaient un peu plus value. C'est que je suis tout à fait en ligne pareil avec Terry Smith. Il a renforcé du Metclair tous les deux, donc je pense que c'était pendant la baisse qu'on a vue autour des 1200. Il a renforcé du Fortinet aussi, qui se fait pas mal ramasser en ce moment, à cause de la guidance et des résultats qui sont un peu moins bons que prévu, mais les tendances à long terme sont toujours très très intéressantes. Et du Apple, pareil, voilà, ça fait quand même plusieurs mois qu'elle stagne autour des 170. Et donc aux alentours des 170, ça peut être intéressant selon lui. Il a aussi ouvert de nouvelles lignes du côté de Texas Instruments. Donc c'est une entreprise qui va fabriquer des semi-conductors. Il a ouvert aussi du Choice Hotel, donc j'imagine que c'est l'équivalent d'un Marriott ou d'un Hilton. Donc Paycom Software, c'est une large cap croissance américaine qui fait des logiciels dans le cloud de gestion de la paye et du capital humain, l'équivalent de Paychex, ADP, etc. Donc là, il a fortement renforcé. Et voilà, sinon après le reste, il a diminué. Il pense sûrement que les valorisations sont assez élevées. Je partage son avis. Bon, après voilà, c'est des mouvements qui sont assez faibles, hein. 1 ou 2%, ça ne représente pas grand-chose. Il a quand même bien diminué sa position dans PepsiCo et McCormick, des entreprises quand même assez stables. Et aussi, c'est par contre là je ne comprends pas tout à fait, il a quand même bien diminué son investissement dans MSCI. MSCI, c'est le fournisseur d'indices, donc on a des activités en commun avec Standard Poor's et Moody's. Donc là, oui, c'est que je ne comprends pas tout à fait pourquoi est-ce qu'il a diminué, surtout qu'on avait des prix très intéressants il n'y a pas longtemps. Voilà, sinon c'est à peu près tout, ouais. Terry Smith qui a quand même un super portefeuille, hein. Vraiment il y a beaucoup de qualité, même si j'avoue que je préfère quand même un peu plus celui de Wedgwood. Donc voilà, c'est à peu près tout, on a fait le tour des 5 portefeuilles, pas mal d'activités quand même pour les 4 autres investisseurs. C'est que Bill Ackman, lui, il a pas beaucoup fait d'ordre, il n'a pas passé beaucoup d'ordre sur le marché. Ça peut se comprendre, il a un portefeuille très concentré, donc en général, quand on a ce genre de portefeuille-là, on fait assez peu d'ordre au final. Mais voilà, pas mal d'activités, on va surveiller ça de près, et puis après on va attendre tout simplement dans 3 mois, voir ce qui va se passer sur les prochains portefeuilles, voir si Warren Buffett va continuer à alléger sa position dans Apple ou alors ouvrir de nouvelles lignes. On ne sait pas encore. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!